Bonsoir, chers maîtres. Bonsoir, chers collègues. On va vous présenter le cours sur les troubles de la différenciation sexuelle. Il a été préparé par le docteur Akinjai, docteur Asma Randouri, docteur Hadim Bob et moi-même, docteur Liliane. Donc, on va suivre le plan ci-après. En guise de définition, on dira que les troubles de la différenciation sexuelle, anciennement appelés ambiguïté sexuelle, est défini comme un aspect non ou mal différencié des organes génitaux externes et ou une discordance entre les organes génitaux externes et internes. Et ceux-ci sont classés suivant les critères de différenciation sexuelle, notamment le sexe génétique, le sexe gonadique, le sexe gonadophorique et les organes génitaux externes. Ce sujet est d'autant plus intéressant sur le plan médical qu'ils sont révélateurs d'urgences médicales majeures, notamment le syndrome de perte de sel dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Sur le plan psychosocial et juridique, il impose la réalisation rapide d'une enquête médico-chirurgicale pour définir le sexe définitif du nouveau-né. Et il y a un problème de choix d'une part du sexe d'état civil et d'autre part du sexe d'élevage. Sur le plan étiologique, ce sujet est intéressant parce qu'il y a une diversité et une complexité des étiologies. Pour ce qui est de la prise en charge dans nos pays, les explorations génétiques ne sont toujours pas disponibles en urgence. Le bilan hormonal est peu accessible et assez coûteux. Et la chirurgie correctrice aussi n'est pas des fois, le plateau technique n'est des fois pas adéquat dans nos contrées. La prise en charge optimale des DSD aussi doit être multidisciplinaire, bien sûr en tenant compte des aspects psychologiques que ceux-ci entraînent. Pour ce qui est des rappels en généralité, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans la différenciation sexuelle. Il y a l'étape génétique. C'est à cette étape que le sexe chromosomique s'établit avec le génotype XX pour la fille ou XY chez le garçon. Il y a l'étape gonadique où le sexe gonadique se met en place, notamment des testicules chez le garçon ou l'ovaire chez le garçon. Il y a l'étape gonadophorique où les organes génitaux internes se développent et enfin, il y a le développement des organes génitaux externes. Pour le sexe génétique, il est déterminé à la fécondation par la formule chromosomique de la cellule qui est formée par l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Cette formule chromosomique, encore appelée karyotype, est faite de 46XX chez la fille, 46XY chez l'homme. Donc, soit le spermatozoïde fécondant comporte un Y et son gène SRY qui transformera l'être en mâle, soit il comporte un chromosome X qui ne contient pas de gène et l'être en développement restera une fille. L'étape gonadique, dans le développement de la gonade, à l'étape embryonnaire qui débute au niveau de la 5e semaine, elle est constituée d'un élément somatique mésodermique et d'un élément germinal. Les gonocytes primordiaux d'origine endoblastique nés à distance mais qui viennent coloniser l'ébauche gonadique. À la 6e semaine, la gonade sera constituée, identique dans les deux sexes, d'un épithélium germinatif appelé cortex, d'où sont issus, autant pour moi, les cordons sexuels primitifs. Pour ce qui est de la différenciation en testicules, les cordons sexuels primaires continueront à proliférer, puis vont envahir la médullaire, s'anastomoser entre eux, donnant ainsi les cordons testiculaires. Ces cordons seront formés de cellules de Sertoli et de spermatogonie, alors que les cellules de Leydig, elles vont se développer aux dépens du mésenchyme entre les tubes séminifères. Les cellules de Sertoli vont sécréter l'AMH, hormone antimullérienne, à partir de la 7e semaine et pendant toute la durée de la vie intra-utérine. Quant aux cellules de Leydig, elles vont sécréter la testostérone à partir de la 8e semaine de vie. Du côté de la femme, ce qui se passe, c'est que les cordons sexuels primitifs sont segmentés par envahissement mésenchymateux et amas cellulaire irrégulier. Ces amas contenant des îlots de gonocytes sont situés au niveau de la région médullaire, seront ensuite remplacés par un stroma vasculaire qui constitue la zone médullaire de l'ovaire. Dès la 8e semaine, l'ébauche ovarienne est capable d'aromatiser les androgènes en œstrogènes et de synthétiser de petites quantités de stradiol.
La formation du sexe gonophorique, on sait qu'initialement, les voies génitales internes sont indifférenciées. Elles sont identiques quel que soit le sexe et sont constituées d'un double système de canaux pairs et symétriques. D'une part, ce sera les canaux de Wolff, d'autre part, les canaux de Müller. Pendant la différenciation des voies génitales internes, les conduits génitaux masculins vont se développer sous le contrôle de la testostérone à partir de la 8e semaine et du 5e mois. Les canaux de Wolff donneront le canal épididymaire, le canal déférent, le canal éjaculateur. Entre le éjaculateur vont bourgeonner les vésicules séminales et il y aura une disparition des canaux de Müller sous l'action de l'hormone antimullérienne et de la testostérone. Pour le développement des conduits génitaux féminins, les canaux de Wolff et les tubes mésonéphrotiques vont dégénérer alors que les canaux de Müller vont se transformer en organes féminins, notamment le pavillon, les trompes, les cornes utérines, le canal utéro-vaginal et le tubercule de Müller en bas qui donnera le col de l'utérus comme vu sur le schéma. Pour le développement des organes génitaux externes, c'est identique dans les deux sexes pendant les 3 premiers mois. De part et d'autre de la membrane urogénitale, on a 3 structures qui sont individualisées. D'avant en arrière, on aura le tube génital médian. Latéralement, on aura les bourrelets génitaux. Et au milieu, on a la fente urogénitale. Pour le sexe féminin, le développement des voies génitales externes, on va commencer par le sinus urogénital. Lui se constitue à la fin de la 9e semaine sous le contrôle de la dihydrotestostérone. Il va se différencier pendant le 3e mois, il va s'allonger. Il y aura formation du gland et de la hampe. Il y aura une soudure des replis génitaux et de la gouttière urétrale à la 11e semaine. Et puis une soudure des bourrelets génitaux à la 12e semaine qui donnera le scrotum et l'urètre pénien. Puis ils vont se différencier en corps caverneux, en corps spongieux à partir du mésenchyme de la verge. La formation du prépuce et de l'urètre balanique qui donnera le méa urinaire à l'extrémité du gland se fera à la 13e et 14e semaine. Entre le 3e et le 5e mois, on aura une migration relative et entre le 6e et le 8e mois, on aura une migration active où les testicules suivent le canal inguinal grâce au gubernaculum testis qui tire dessus pour les descendre dans les bourses. Cette étape est dépendante de la testostérone. Sous l'influence des androgènes, la verge, elle, va continuer de croître. Au niveau du développement des organes génitaux sexuels féminins externes, celles-ci seront, elles seront peu modifiées parce qu'elles ne sont pas sous l'emprise de la testostérone. Le tubercule génital va donner le clitoris, les replis génitaux donneront les petites lèvres et les bourrelets génitaux les grandes lèvres. Et à l'âge adulte, on aura ceci. Donc, en résumé, lorsqu'on a le karyotype XY, au départ, pendant les 3 premiers mois, les gonades sont indifférenciées. Donc, lorsqu'on a le karyotype XY sous l'effet du gène SRY qui est sur le bras court du chromosome Y et de la testis determining factor, la gonade indifférenciée va se différencier en testicules sous l'effet des hormones comme la testostérone et l'hormone antimullérienne. Il va maturer et donner l'appareil génital mâle. Les canaux de Wolff vont persister et les canaux de Müller vont disparaître sous l'effet de l'AMH. Du côté de l'ovaire, vu qu'on a un XX, ce qui se fait plutôt, c'est une régression. Du côté masculin, ça se fait suivant une action des hormones. Or, du côté de l'ovaire, étant donné l'absence de testostérone et d'AMH, c'est plutôt la persistance, on va observer la persistance des canaux de Wolff. Et vu l'absence de testostérone qui entraîne plutôt la dégénérescence des canaux de Müller, on aura une persistance des canaux de Wolff et une persistance des canaux de Müller et une dégénérescence des canaux de Wolff qui vont donner l'appareil génital féminin. Ici, c'est résumé ce qu'on a dit, mais en plus, on a le sexe obtenu en fonction des différentes semaines embryologiques. Le diagnostic positif. Alors, le diagnostic peut être de découverte fortuite ou alors survenu dans le cadre d'un conseil génétique. Il peut se faire soit en anténatal, soit en postnatal. En anténatal, ça se fait généralement à la suite d'examens comme une échographie, une IRM après la 14e semaine, un karyotype fœtal, un bilan endocrinien ou alors lorsqu'on a une discordance entre le karyotype et l'échographie fœtale. Et aussi, on peut découvrir cela